Éric Sergent, donc vous êtes doctorant sous la direction de Laurent Baridon à l'Université Lumière Lyon 2. Votre sujet de recherche est les cimetières et sépultures en France 1814-1914, l'art funéraire à travers les exemples de Paris, Lyon et Dijon. Vous avez déjà publié ou donné des communications, des articles sur des sujets annexes, et notamment, si je ne me trompe pas, le tombeau de Delacroix, ce qui m'intéresse. Vous avez fait précédemment un mémoire, un M2 sur Paul Gasque, statuaire et directeur du musée de Dijon, et précédemment, dans une autre phase de vos études, donc à l'IEP de Lyon, sur la commémoration de la guerre de 1870. Le sujet de la communication d'aujourd'hui, l'intimité du funéraire, une question de détail, point d'interrogation. Merci beaucoup pour cette présentation, merci pour cette invitation. Toutes les discussions de ce matin ont été très passionnantes. Merci Lucie également, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a rappelé ce que tu avais présenté au Québec. Alors effectivement, ma communication du jour est intitulée « L'intimité du funéraire, une question de détail ». La sculpture monumentale du XIXe siècle occupe largement le cimetière urbain, c'est déjà relativement connu, et cette sculpture funéraire regorge de détails qui font l'objet d'une double attention, à la fois de la part des endeuillés, c'est-à-dire des proches du défunt, mais aussi de celle du promeneur, du flâneur, voire aujourd'hui de l'historien de l'art. Il est bien évident que les secondes ne portent pas leur attention sur les mêmes détails que les premiers. Sans doute les endeuillés cherchent-ils dans le portrait les marques d'un âge aimé, les mains qu'ils ont aimé caresser, voire peut-être même le sourire ou le regard d'un disparu. Quant au flâneur du XIXe siècle ou à l'historien de l'art du XXIe siècle, il s'intéressera peut-être aux identificatoires du défunt, aux détails révélant la qualité plastique d'une œuvre, voire à certains détails allusifs qu'il pense être le seul à saisir. Il s'agit donc de comprendre d'abord le rôle qui peut être celui du détail dans le cadre de la sculpture funéraire, mais aussi et surtout ce que ces détails font à l'intimité qui se noue autour et avec si particulière. Il vient donc de réfléchir d'abord sur les détails qui se voient dans la sculpture funéraire, peut-être schématiquement divisés en deux groupes que j'exposerai, et puis ensuite de passer rapidement à deux cas d'étude auxquels les exemples précédents auront préparé, qui sont la question du trait et la question du rapport de distance entre l'œuvre et le spectateur. Alors, d'abord, les premiers détails que nous pouvons identifier dans la sculpture funéraire sont ceux qui sont destinés aux visiteurs, c'est-à-dire au grand public. Ils permettent du défunt par tous, il peut s'agir d'attributs professionnels, de récompenses, d'uniformes, etc. Ces détails sont largement présents sur les bustes, statues en pied, voire médaillons représentant. Ils peuvent être posés directement sur les tombeaux ou tenus par une allégorie. Aujourd'hui encore, ils restent largement lisibles pour l'historien de l'art et permettent parfois même de des renseignements sur un défunt peu ou mal identifié. Le attribut est très employé, par exemple, chez les écrivains et les artistes. Sous le portrait d'Henri Murger que vous avez sur l'image, au cimetière Montmartre, par exemple, vous trouvez sa plume, des feuillets sur lesquels il écrivait et la croix de la Légion d'honneur dont il était titulaire. Pour les écrivains et les journalistes figurent souvent des livres ou des feuillets sur lesquels se lisent les noms de leurs œuvres majeures. Sous le portrait de Jules Lauriac, toujours à Montmartre, par exemple, sur un feuillet déplié sous une plume, on lit Le Figaro, Le Monde illustré, c'est-à-dire deux journaux auxquels il avait collaboré, et le 101e, comprenez le 101e régiment physiologie militaire, et La bêtise humaine, qui sont des titres de ses ouvrages. C'est une pratique courante, mais de tels détails peuvent éviter à l'historien de l'art des erreurs d'interprétation. Par exemple, à Dijon, un relief peu spectaculaire sur le monument funéraire du maire Charles Dumont représente une lyre, un livre et une plume tenus par une branche de lierre et un ruban. Cela pourrait être assimilé à un symbole d'érudition ou de proximité avec le monde des arts de la part du maire Dumont. Pourtant, le détail de l'inscription, alors que vous voyez sans doute pas du tout, mais sur la couverture du livre où l'on lit « Rêves et souvenirs », permet de comprendre que le relief est consacré non à Monsieur Dumont, mais à Madame Dumont, Aimée Dumont, sa femme, et auteur de ce petit recueil de poèmes. Les militaires font également souvent l'objet d'une caractérisation par le détail. Citons ici le cas exemplaire de la statue du sergent Hoff par Bartholdi au Père-Lachaise. La reconstitution de l'uniforme dans les moindres détails, du képi au guêtre en passant par les boutons, ainsi que les armes caractérisent le militaire qu'il fut. Mais deux détails ici soulignent les grands moments de la carrière du soldat. La croix de la Légion d'honneur accrochée sur sa poitrine et le chiffre 107 figuré sur son col. Incorporé au 107e régiment de ligne le 1er novembre 1870, il est chevalier de la Légion d'honneur le 6 du même mois. Et il s'est illustré par une conduite brillante pendant la guerre de 70 et est cité à l'ordre de son régiment par le gouverneur de Paris dans le même mois, en novembre 70, pour avoir tué de nombreux ennemis.
Donc, ce sont ces petits détails qui permettent de rappeler ces faits. Cette conduite héroïque pendant la guerre se retrouve dans le détail du bras qu'il pose devant son visage, observant les lignes ennemies par-delà la mort. La statue de Bartholdi, par ces quelques détails, perpétue non seulement la mémoire et l'action d'un militaire glorieux, mais entretient également une volonté sourde de revanche qui se confirme sans équivoque dans l'inscription « France, souviens-toi » que trace sur le monument une fillette dont le nœud dans les cheveux rappelle sans mal les coiffes alsaciennes et par extension la perte des provinces de l'Est. Les décorations et récompenses sont choses courantes dans les portraits. Ainsi, s'il est aisé d'identifier par exemple sur le gisant du président Félix Faure, habillé de son habituel costume 3 pièces, les insignes de grand maître de la Légion d'honneur que vous avez sur son côté gauche, de même, le buste du lieutenant Adolphe Jean-Baptiste Lunel au Père-Lachaise ne porte pas moins de 5 médailles sur la poitrine et un collier autour du cou, parmi lesquels la Légion d'honneur et plusieurs ordres étrangers. Bien entendu, pour des monuments peu élevés, à hauteur d'yeux ou au sol, comme le cas du président Félix Faure, la perception du détail ne pose pas de problème et l'amateur parviendra à identifier sans mal les décorations dont il s'agit. Mais qu'en est-il, par exemple, pour ce buste à droite du médecin et chirurgien Philippe Ricord? Si aujourd'hui, grâce à la photographie et au zoom, il nous est aisé de compter et d'identifier les médailles, d'admirer le détail des rameaux d'olivier sur le costume d'académicien, comment ces détails étaient-ils perçus au XIXe siècle, alors même que le buste est situé à plusieurs mètres de hauteur, au fronton d'une très imposante chapelle que vous avez ici? Cela pose la question d'œuvres réalisées pour un autre contexte, pour être vues ailleurs. En l'occurrence, ce buste du docteur Ricord, par Amédée Doublemard, fut probablement celui modelé et exposé en plâtre au salon de 1890, soit 9 ans avant la mort du médecin. Il est dès lors compréhensible que cette multitude de détails ne soit pas aisément visible, puisqu'à l'origine, le buste ne devait pas être présenté à une telle hauteur, mais plutôt dans un intérieur. Au-delà du cas relativement simple des attributs professionnels et des décorations, le cas des tombeaux d'artistes contribue d'une manière intéressante à la réflexion sur le détail. En effet, dans ces monuments, des allusions plus discrètes, plus savantes, et parfois totalement invisibles pour le passant ou l'amateur, peuvent apparaître. Le cas des tombeaux d'artistes est connu, d'Antoinette Lenormand-Romain, où l'on reproduit les plus significatifs de leurs œuvres. Alors, je vous ai mis ici le cas du tombeau de Géricault, où l'on voit le radeau de la Méduse, l'officier à cheval et le cuirassier, sur ce tombeau du Père-Lachaise, sous le regard du maître à demi couché, la palette à la main pour l'éternité. Le tombeau d'Alexandre Falguière, toujours au Père-Lachaise par Laurent Marqueste, est différent, car cette fois, les œuvres du maître deviennent des détails de l'allégorie, s'intégrant dans une nouvelle forme de narration. L'inspiration, puisque c'est d'elle dont il s'agit, est entourée des œuvres du maître que vous voyez en détail derrière. On trouve la femme au pan, la Diane chasseresse et le vainqueur au combat de coq, les œuvres du maître que seul l'amateur reconnaîtra. Ces œuvres ne sont pas isolées, comme dans le cas du tombeau de Géricault, mais sortent avec plus ou moins de relief du fond, c'est-à-dire de l'inspiration elle-même. Le Tarcisius martyr romain, que l'on voit à l'avant du tombeau, qui est reproduit à l'avant du tombeau, devient ici plutôt un symbole de la douleur de la mort, plus encore qu'un rappel d'une œuvre de Falguière. Parfois, des détails bien plus ténus se révèlent au regard. Si l'on regarde attentivement la figure à l'avant du tombeau de Barbedienne, au Père-Lachaise, cette femme semi-dénudée qui tient un flambeau renversé, un détail attire l'attention. Sa main droite semble prête à accueillir un objet, et pourtant elle ne tient rien. Son geste reste donc assez difficile à comprendre. En cherchant dans l'œuvre du statuaire, on découvre qu'Alfred Boucher est aussi l'auteur d'un groupe intitulé Auchan, succès du Salon de 1897, et repris ensuite sous diverses formes et divers titres, Volubilis, Le Rêve, etc. L'antériorité supposée du motif sur la tombe de Barbedienne en 94 interroge. Faut-il supposer que cette femme tenait quelque chose, peut-être une fleur, comme dans le relief en marbre, disparu avec le temps, ou que le groupe présenté au Salon de 97 était déjà composé vers 94 et que Boucher en a donc réalisé une version légèrement différente pour le tombeau du fondeur, l'incertitude règne. Mais pourtant, c'est sur ce détail que le regard achoppe et qu'il nous permet d'interroger l'histoire d'une œuvre. Un autre détail capte l'attention de l'historien de l'art, puisqu'on ne peut nier que le casque qui couronne l'art, alors que vous avez à gauche mais qui est à droite sur le tombeau, rappelle le courage du monument La Mauricière par Paul Dubois à la cathédrale de Nantes, avec certes des différences, puisque les deux casques, sur l'un il y a des ailes et de plus nombreux détails, mais comment ne pas y voir une évocation de l'un des plus grands succès d'édition de la maison Barbedienne.
Ces quelques détails font comprendre que le sens de l'œuvre est probablement et souvent bien plus vaste que ce qui est perceptible au premier abord. Sur d'autres monuments d'artistes, des allusions plus subtiles encore peuvent être relevées. Ainsi, s'il est aisé de comprendre le sens de la patelette, des pinceaux, de l'épée, du casque, du képi sur la tombe du peintre Alphonse de Neuville, grand peintre de bataille qui se spécialise dans la représentation de la guerre de 70, un détail pourtant imposant en taille reste imperceptible aux non-spécialistes. La presse, dès lors, peut contribuer à la lecture de l'œuvre, puisque l'on lit par exemple dans le Petit Journal de 1894 « Le fond représente la porte du cimetière de Saint-Privat, telle qu'elle figure dans le célèbre tableau du maître. En effet, la structure même de l'élévation du monument qui encadre le buste de l'artiste se retrouve identique dans son tableau Le cimetière de Saint-Privat, 18 août 70, de 1881, conservé au musée d'Orsay. Dans le cas du monument, c'est l'architecture même du monument qui fait détail et qui contribue à renforcer le sens donné à l'œuvre en rappelant le travail du peintre. Ce détail, lorsqu'il est perçu, s'il peut l'être, crée un lien d'intimité intellectuelle entre l'amateur et le peintre défunt. Si ces détails restent perceptibles pour les observateurs contemporains que nous sommes, il en est autrement pour la seconde catégorie. Les détails qui visent à susciter l'émotion des proches, portraits dissimulés sous les traits d'une allégorie, objets personnels ou attitudes rappelant un souvenir intime du défunt, détails physiques d'un visage, nous restent globalement inaccessibles. Le pli d'une lèvre, les marques d'un visage peuvent certes faire détail pour un proche endeuillé, rappelant directement l'expression du disparu quand l'historien de l'art ne percevra pas ces signes particulièrement intimes. Dans certaines œuvres, il est aisé de reconnaître un défunt ou un vivant. Ainsi, n'hésitons pas longtemps devant le beau groupe du monument Brèche-en-Villard par Thomas Lamotte au cimetière de Loyasse à Lyon, et on reconnaît assez aisément les portraits en pied des deux époux. On devine facilement les sentiments, réels ou socialement requis, qui attachaient l'épouse à son mari, c'est-à-dire la larme au coin de son œil, le voile de deuil, le mouchoir froissé dans sa main, qui sont autant de marqueurs de son émotion. L'alliance sur sa main gauche, et le mouchoir froissé et sa main levée dans celle de son mari, qui reprend le motif de la foi que l'on retrouve fréquemment sur les monuments funéraires, affirme le lien par-delà la mort. Et donc, l'identification des personnages ici ne fait guère de doute. Pour d'autres cas, la situation est bien plus obscure. En effet, une simple statue allégorique ou religieuse peut devenir très personnelle. Ainsi, Antoinette Lenormand-Romain souligne, je la cite, « À la différence de la plupart des monuments funéraires parisiens, celui de Maria Potocka ne comporte pas de portrait de la défunte. Du moins au premier abord, car la Vierge à l'enfant en plâtre peint, due à Francisque Duret, qui est placée au-dessus de l'autel, offrirait les traits idéalisés de la comtesse et de sa fille. Pourtant, il reste difficile de dépasser la première impression et d'identifier avec certitude un portrait quand il se trouve ainsi dissimulé. Sur le tombeau de la famille Genrat, au Père-Lachaise, figure une statue de jeune femme en prière, à genoux sur un prie-dieu par du Choiseul. Cette statue, qui pourrait être interprétée comme une allégorie de la prière, est en fait, selon Henri Join, un portrait de la jeune morte. Cette hypothèse est renforcée par la parfaite concordance avec un portrait de cette jeune fille, par le même artiste, qui figure sur la façade d'un immeuble parisien construit par le père de la famille. La figure de pleureuse à l'intérieur du tombeau Péry-Palin serait également un portrait de Julie Palin, selon un auteur, qui écrit « À l'intérieur de cette sépulture, on voit un magnifique bas-relief en marbre représentant la comtesse Julie agenouillée devant le monument de son mari. Cette touchante allégorie est d'une exécution remarquable. Pourtant, rien ne permet de l'identifier à première vue. Le visage d'ailleurs largement idéalisé de la figure orienterait même l'analyse vers une pleureuse allégorique. Dès lors, quel détail permet d'éviter l'erreur ? Je donne un dernier exemple, qui est le cas du tombeau Miolan-Carvalho par Antonin Mercier, qui semblerait être une allégorie de l'âme s'envolant vers le ciel, et qui est en fait non seulement un portrait de la défunte, mais également une représentation de celle-ci dans le rôle de la Marguerite de Faust, dans lequel elle a brillé. En l'occurrence, seule la presse et les archives peuvent ici orienter l'analyse. D'autres cas restent totalement illisibles pour le moment. Par exemple, que penser du groupe de la tombe Maurice, par Léopold de Maurice, mais qui ne s'écrit pas pareil, au cimetière du Père-Lachaise. Couchée sur le tombeau, une jeune femme dépose une couronne de fleurs sur la tête d'une femme âgée aux yeux fermés. Ce groupe, exposé au salon de 1877 sous le titre « Dernier adieu », laisse penser qu'il pourrait s'agir de la représentation d'un dernier geste de tendresse d'une fille envers sa mère défunte.
Rien pourtant ne permet de confirmer cette hypothèse. Si par le détail des orbites creusées des joues et des yeux, des yeux et des joues creusées, il est possible de penser que le visage de la défunte a été modelé d'après le masque mortuaire d'Adélaïde Maurice née Herbemont décédée en 1875, ce qui concorde avec les dates, qu'en est-il du visage de la jeune fille? S'agit-il de celui de sa fille, Cécile Maurice, décédée en 1884 et également enterrée en cette sépulture, ou s'agit-il d'une pleureuse allégorique? On ne peut pas le savoir pour le moment. Évidemment, pour les proches de la victime, ces questions trouvaient une réponse évidente, mais en l'absence d'archives, il est difficile de répondre à ces interrogations. Et l'historien de l'art d'aujourd'hui, face à ces œuvres, pour reprendre une formule d'Emmanuel Errand à propos des portraits mortuaires, je la cite, a le sentiment pénible d'être un intrus. Sans doute la question du portrait trouve-t-elle un nouvel éclairage dans une réflexion sur le détail. La plupart, si ce n'est tous les portraits qui parsèment les cimetières, ont le regard vide, absent, tourné vers le vague et non vers le spectateur. Le portrait funéraire semble hermétique au spectateur et dit bien tout le mystère de la mort impénétrable. L'homme ou la femme en deuil, ou le visiteur contemporain, se trouve donc seul face au tombeau et ne peut savoir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Ce détail du regard absent devient signe de la mort, signe de l'absence, de l'absorption dans un autre monde, d'une communication possible puisque le défunt existe toujours et est présentifié par son effigie, mais à sens unique, sans réponse possible. Cornélie, que vous avez ici, Corot ou Delphine de Cambacérès sont ainsi présents dans l'absence et absents dans leur présence. Pourtant, il ne fait guère de doute que pour les proches de ces défunts, l'attitude de Cornélie, le visage douloureux de Corot ou les bijoux de Madame de Cambacérès font signe, rappelant qui sait l'image d'un proche au travail, d'un être aimé en proie à l'angoisse, ou même des présents peut-être offerts à la défunte. Cela permettrait de conclure, après Vinciane Després, qui est philosophe, que le rôle du signe est, je la cite, celui de détail, comme quand on ajoute des détails pour rendre l'histoire vivante, pour la changer en réalité. Un détail efficace, c'est-à-dire qui effectue, qui actualise. Parfois, plus que le regard, c'est l'attitude du défunt représenté qui parle de cette absence. Graham, assis sur un fauteuil, qui s'adonne à une activité qu'il a exercée durant toute sa vie, examine une dynamo et tient un outil. Ce détail professionnel, qui rappelle la raison de sa célébrité, l'absorbe complètement, et tout en étant présent, il est absent, comme l'est la dentelière de Vermeer au Louvre. Pourtant, des portraits d'aussi grande dimension, tout est fait par le détail, pour rendre le défunt le plus présent possible dans l'éternité du bronze ou du marbre. Si Robert de la Siserane critique abondamment l'utilisation du vêtement contemporain dans la statuaire monumentale de son époque, arguant de l'inesthétisme de sa ligne géométrique, je le cite, nombre de statues funéraires offrent ce spectacle. Ainsi, comme celui de Zénobe Grabe, on peut voir comme celle de Zénobe Grabe, on peut voir la statue de Gaston Vuillet au Père-Lachaise, et les costumes permettent de les caractériser et peut-être même de faire ressortir un aspect plus intime du personnage. C'est le cas, par exemple, avec cette statue d'Edmond About au Père-Lachaise par Cros, où l'homme de lettres est accompagné de détails qui le caractérisent. La plume, les livres et même ses propres œuvres, puisqu'on peut en lire les titres. On remarquera peut-être plus difficilement le journal plié sous son fauteuil qui porte un titre, le 19e siècle, dont il fut le rédacteur en chef. Mais le détail de l'habit à nouveau fait sens. La robe de chambre, symbole de l'écrivain depuis Balzac au moins et depuis Voltaire sans doute, n'en reste pas moins un costume d'intérieur que l'homme réserve probablement à ses proches et peut-être à ses collaborateurs les plus intimes. Ainsi, assis sur son fauteuil, l'homme semble donc surpris dans l'intimité de son intérieur. Et pourtant, Gilles ne l'avait-il pas déjà, en 1867, représenté dans une position étrangement similaire, reprenant au Voltaire assis de Houdon, qui est au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, l'habit, la posture et le fauteuil. Peut-être faut-il donc voir ici un signe intime, mais public, connu, qui remémore à ses proches leurs discussions, qui réactualise leurs souvenirs, qui, en un mot, présentifie le défunt. Dans son essai, Robert de la Siserane poursuivait « Les statuaires, je le cite, ne peuvent-ils trouver des gestes, des attitudes qui témoignent particulièrement des travaux, des émotions de l'homme moderne? Faut-il donc un uniforme pour distinguer un médecin d'un orateur, comme il en faut un pour distinguer un artilleur d'un cuirassier? Si dans quelques cas exceptionnels, la caractérisation du portrait peut être opérée par quelques détails uniquement, il semble bien qu'il faille répondre par l'affirmative à cette dernière question de la Siserane pour la fin du XIXe siècle au moins.
Un peu avant, David d'Angers proposait une autre solution. Ces portraits de profils bien connus qui peuplent les cimetières parisiens font souvent l'économie du détail contemporain, du détail du costume ou de l'attribut professionnel pour se concentrer sur un autre type de détail, physique et phrénologique. Ainsi, Laurent Baridon écrit-il que, je le cite, « Les portraits de David d'Angers ne retranscrivent jamais les détails triviaux, à moins qu'ils ne soient le symbole de quelque qualité physiologique ou phrénologique. Ils tentent de dresser un portrait intérieur. » Pour autant, aujourd'hui, ces traits sont difficiles à déceler, bien plus qu'ils ne l'étaient pour les contemporains du statuaire. La modification des profils par l'exagération des détails phrénologiques, du front notamment, de plus suppose une proximité spatiale avec l'œuvre pour être pleinement saisie par le spectateur. Ainsi, ce qui fonctionne pour Louis-Jérôme Goyer au Père-Lachaise ou le médaillon sur la tombe de Jacques-Louis David, dont il faut d'ailleurs souligner que David d'Angers choisit de le représenter sous son profil droit, en masquant ainsi la fameuse tumeur qui déformait le profil gauche du peintre, n'est pas permis pour des statues haut perchées ou des bustes et médaillons mis à distance par des dispositifs architecturaux de grande ampleur. Et peut-être David d'Angers lui-même en avait-il conscience lorsqu'il réalisa le monument au général Foy, toujours au Père-Lachaise, insistant d'ailleurs plutôt sur le geste d'éloquence de l'orateur, sur l'épée du militaire, détail caractérisant le modèle, plus que sur ses traits phrénologiques, de toute façon difficilement perceptibles à cette distance. Il convient donc de revenir brièvement maintenant sur les conditions de visibilité du détail dans le cimetière. En effet, si elles sont bien différentes de celles de la statuaire de place publique, elles ne sont pas pour autant uniformes. Certaines œuvres sont très facilement accessibles. Le monument du président Faure en est un bon exemple, puisqu'on le présente couché, en costume 3 pièces, les jambes drapées, dans ce qui s'avère être, quand on s'approche et quand on lit la presse, en réalité, non pas seulement un simple drapé, mais en réalité 2 drapeaux, un drapeau russe et un drapeau français, rappelant ainsi l'alliance que le président Faure avait contribué à forger. Et l'on voit sur un de ces drapeaux, on le devine plus ici sur cette photo, d'ailleurs, l'aigle bicéphale sur le drapeau russe. Le détail de l'inscription également est ici très lisible, ce qui pouvait a priori paraître comme étant un détail de moindre importance et peut-être simplement la reproduction d'un tombeau médiéval, d'une dalle médiévale, devient en fait un détail d'importance car on lit sur ce qui entoure la tête du président Faure, c'est en latin mais je le traduis, « Je suis la résurrection et la vie, qui croit en moi, fût-il mort, vivra ». Ce qui donne ici un autre sens complètement différent à l'œuvre, puisqu'aucun symbole religieux ne figure sur le tombeau, et pourtant, on a ici une inscription purement religieuse, ce qui modifie considérablement la perception. Mais évidemment, le cas du tombeau du président Faure est particulier, car il est posé presque au ras du sol, sans couverture architecturale, et il permet donc au spectateur de découvrir tous les détails de l'œuvre, de s'en approcher, et même évidemment de le toucher. En de nombreux cas, l'œuvre n'est pas aussi accessible, qu'elle soit placée en hauteur ou mise à distance par une chaîne ou une porte enfermée dans une chapelle, etc. Je donne juste cet exemple du tombeau d'Adolphe Thiers, qui est enfermé dans une chapelle, où l'on voit le président Thiers émerger torse nu de son sarcophage, mais qui est mis à distance par un dispositif architectural. De la même manière, je vous ai montré tout à l'heure le buste de Philippe Ricotte, perché très haut sur une chapelle et qu'il est difficile de voir. Enfin, le monument de Jules Michelet au Père-Lachaise, par sa taille et son dispositif architectural, met également à distance le spectateur qui souhaite voir l'œuvre dans son ensemble, mais sa taille oblige à le détailler lentement pour comprendre. On va être obligé de passer de la main de l'allégorie à son visage, de son drapé au corps de Michelet, de la plume et du bras de Michelet à son visage, où persiste un demi-sourire. Et c'est ainsi que l'on découvre derrière le défunt un paysage que vous voyez ici, dont le sens aujourd'hui encore n'est pas identifié, qui n'est jamais mentionné dans les sources et qui est totalement absent des gravures du monument. La place du spectateur, pour reprendre un titre de Michael Fried, est toujours incertaine et dépendante de son statut. Dans un seul cas, à notre connaissance, une place est assignée au proche qui vient visiter le tombeau. Il s'agit du tombeau d'Emmanuel de Crussol au Père-Lachaise, où est ménagé, vous le voyez sur cette image, un siège pour le spectateur, ou plutôt pour l'endeuillé, puisqu'il est à l'intérieur de l'enclos. Pourtant, cela ne résout que partiellement, et même aggrave la difficulté de compréhension du relief et du détail, puisque l'un seulement des détails des reliefs du monument, qui en comporte 2, est visible depuis cette place, c'est celui que vous avez à droite. Et en fait, le siège est suffisamment éloigné pour ne pas permettre
de percevoir la totalité des détails qui sont sur ce relief qui est extrêmement riche et avec des inscriptions. J'aimerais conclure en posant une question plus générale que je reprends à Daniel Arras dans son ouvrage sur le détail, et il dit « Que se passe-t-il dans ces moments privilégiés où un détail se voit ?» Et j'aimerais transformer cette question en me demandant comment ces détails furent perçus au XIXe siècle. La notion de détail invite à prendre en compte non seulement, je l'ai dit, le statut du spectateur, sa position dans l'espace, mais aussi évidemment sa place dans le temps. En effet, le détail que l'on perçoit aujourd'hui n'est peut-être pas celui qui fut perçu au XIXe siècle. Dans certains cas, un détail scandaleux nous paraît aujourd'hui banal. C'est le cas en particulier du tombeau bien connu d'Oscar Wilde par Jacob Epstein, sommé, je cite la presse, de corriger l'anatomie du personnage allégorique dominant le tombeau ou d'avoir à opérer à ses frais le retrait de son ouvrage dans le plus bref délai. Et c'est pour ça que la presse titre Oscar Wilde, prisonnier de la préfecture de la Seine, parce que l'installation du monument dans le cadre du cimetière du Père-Lachaise fait scandale. L'affaire fit grand bruit, mais il ne fait nul doute que la valeur conférée à ce détail, au demeurant peu voyant, est proportionnelle à la renommée sulfureuse de l'auteur. En effet, quelques décennies plus tôt, personne ne s'inquiétait de la proéminence anatomique évidente du gisant de Victor Noir par Jules Dalou, toujours au Père-Lachaise, pourtant fort célèbre aujourd'hui. Dalou a représenté avec une telle précision le cadavre du jeune journaliste juste après sa mort que ce détail passa inaperçu, justement parce que tous les détails y sont de l'avis même des témoins. Lorsqu'il découvre l'œuvre dans l'atelier du sculpteur, un des témoins du drame déclare, je le cite, « Je voyais Victor Noir tel qu'il m'apparut couché dans la pharmacie de M. Montiot à Auteuil et où il fut transporté aussitôt après le meurtre. Mon émotion était si forte que les 20 ans écoulés me parurent s'évanouir et que les moindres détails de l'inoubliable scène surgirent devant moi avec une netteté et une précision extraordinaires. J'ai immédiatement reconnu Victor Noir avant même d'avoir regardé la figure. Ce dernier cas est bien la preuve que le détail n'est pas, il devient. Le détail se loge là où nous le voyons, et l'ami de Victor Noir ne voit pas les détails. Il revoit devant lui, par la force de l'œuvre sculptée, le cadavre sans vie, comparant l'image mentale et l'œuvre du sculpteur. Mais pour le visiteur contemporain du cimetière, le temps aidant, cette image mentale n'est pas ou n'est plus. Et le détail naît dans les interstices. Cela pourrait expliquer que dès 1929, et surtout depuis le milieu des années 1960, le tombeau de Victor Noir fasse l'objet d'un culte sexuel. Je renvoie ici à une analyse de Marina Emelianova-Griva qui a écrit un article sur ce sujet. Ce détail, presque anodin, est aujourd'hui devenu célèbre et est une des curiosités du Père-Lachaise. Mais plus que cette proéminence, c'est l'habit même du journaliste qui interroge. Car si la cravate dénouée et la chemise ouverte que vous avez en haut à gauche peuvent trouver une explication médicale, que penser du pantalon déboutonné que vous avez en bas à gauche, laissant apparaître ce qui semble n'être rien de moins qu'un sous-vêtement et qui n'apparaît pas sur le dessin de Dalou publié dans la presse. Le détail à consonance sexuelle est né et nous rejoignons ici les interrogations de Jérémy Köring qui, face à un détail de semblable nature dans un tableau du Caravage, s'interrogeait, je le cite, « Seulement ce détail, qu'en faire? Quelle valeur et quelle confiance puis-je lui accorder? A-t-il même une existence en dehors de ma propre imagination? Car si je le vois sans ambiguïté, il me faut aussi admettre qu'il puisse tout simplement ne pas être, tant je sais que le visible est prolixe en piège et la perception un phénomène complexe. » Je vous remercie.